dégueulasse. L'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de Malasse. Bientôt, nous dit-on, les petits bistrots de la périphérie ne seront plus qu'un souvenir. À Paris même, en dépit de la mode des pubs et des drugstores, près de 120 cafés disparaissent chaque année, mais qui s'en aperçoit? Anonymes, interchangeables dans leur décor de chrome, de plastique et de néon, ils ont transformé peu à peu en simple endroit de passage ce qui fut si longtemps le lieu géométrique d'une certaine forme d'évasion. Ce café d'autrefois, le café d'habitué, Léo Larguier le décrivait ainsi. Le café est une oasis. On laisse en entrant beaucoup des soucis que l'on a. Frais en été, chaud en hiver, c'est le puits sur la route monotone. La bonne auberge tiède où l'on se fait servir un grog bouillant ou quelques boissons glacées. Il tient de la place publique et du salon. L'homme qui demeure un instant sur la Moleskine devient sociable et bienveillant. Son atmosphère est fortement opiacée et ceux qui l'ont respiré s'en passent difficilement. Et y a-t-il beaucoup d'endroits dans une ville, observait par ailleurs Vaudoyer, où l'on soit aussi entouré et aussi seul? Le grand attrait de la terrasse de café est d'y rester, si l'on peut dire, un passant sédentaire, de ne pas quitter la rue, de continuer à faire partie d'elle. Dans une grande ville comme Paris, un des passe-temps les plus attachants de l'amateur de terrasse est d'imaginer les idées qu'a dans la tête le monsieur ou la dame qui passe. Et point seulement les idées, mais les passions, les manies, les inavouables ou attendrissants secrets. Dès qu'un homme ou une femme a pris place dans un endroit public, il cesse d'être naturel. Au contraire, la plupart du temps, l'homme de la rue ne se soucie point de l'amateur de terrasse, de ce voyeur public qui, à 2 pas de lui, le regarde passer. Les terrasses, bien sûr, sont restées. Mais où sont les cafés d'antan? Quelques vestiges sur les murs, quelques autres dans un musée. Qu'on ne s'y trompe pas, toutefois. Pour nostalgique que puisse être aujourd'hui la visite de cette salle du musée Carnavalet, les cabarets, tavernes et auberges du temps jadis étaient sans doute plus proches du bistrot de Brassens que de celui de Léo Larguier. Jusqu'aux dernières années du XVIIe siècle, on ne trouvait en effet, si l'on désirait se réunir hors de chez soi, que des pièces enfumées, bruyantes ou mobilier rudimentaire. La clientèle de ces bouges se composait essentiellement d'ivrognes, et si Racine, Boileau, La Fontaine et Molière s'y retrouvèrent souvent, la tradition admet que c'était moins pour y confronter des idées que pour y sacrifier à Bacchus abondamment. Tradition qui s'est perpétuée d'ailleurs, comme chacun sait, et qu'évoquent ici quelques images datant du premier tiers du siècle dernier. Or, vers la même époque, Balzac, dans une intuition fulgurante, confiait un jour à un ami « J'ouvre en plein cœur de Paris un café comme on n'en a jamais vu. Je fais trôner George Sand au comptoir. Hein, qu'en pensez-vous? Voilà une dame de comptoir à succès. Gautier ne refusera pas de me servir de garçon de café. Ne le voyez-vous pas d'ici, tablier au ventre? Il fera une recette d'enfer. Quant à moi, j'aurai la serviette sous le bras, dirigeant tout, organisant tout, veillant à tout. Et nous vendrons du Mélino. Ce que c'est, aucune importance. Aucune importance en effet, ou si peu, 150 ans après le triomphe de Procope. La grande révélation du café aux Parisiens, c'est la visite de l'ambassadeur du Grand Turc, Soliman Aga, à Louis XIV, en 1669. Procope a lancé en somme le café, après quelques essais infructueux, au moment où justement il était devenu à la mode. La famille de Procope était venue en France avec les Médicis.
Lui est né vers 750 à Palerme, c'est une famille de gentilshommes ruinés. Et il travaille à la Foire Saint-Germain, chez Pascal, enfin un Arménien, où on vend du café justement, au moment de la foire, mais on vend du café d'une manière ambulante. On amène une tasse de café au carrosse des dames qui s'arrêtent. Et il fait son apprentissage de commis. Et il a certainement gagné un petit peu d'argent et il désire s'installer à son compte. Et il jette son dévolu sur le Procope, qui était à l'époque un établissement de bain. Il a eu pour lui la chance que 3 ans après, en 1789, la Comédie Française s'installe juste en face de son établissement. C'est donc devenu le rendez-vous des auteurs, le rendez-vous des comédiennes, le rendez-vous de tous les gens lettrés. C'est le début de la gazette littéraire, de la critique, parce qu'on venait discuter des pièces. Il aurait fait, comme il en existait beaucoup, il aurait fait au Procope une taverne qui recevait des ribauds et des truands. Certainement, le succès n'aurait pas été avec lui. Mais il a décoré son établissement comme un salon, ce qui ne s'était jamais vu auparavant dans un établissement public. Il a mis des lustres, au mur des glaces, et il recevait les gens comme on reçoit des amis. Les gens venaient, ils tenaient salon chez Procope. On venait parler, on venait discuter, on ne venait pas pour s'enivrer ou pour le café, en plus de ça, donnant de l'esprit aux gens. Que reste-t-il aujourd'hui des cafés artistiques? Parfois des noms, des murs dans le meilleur des cas. Verlaine ne reconnaîtrait pas la source, ni Paul Fort la closerie des Lilas. Plus près de nous, le Cyrano, qui fut un des hauts lieux du surréalisme, n'est plus qu'une brasserie pour touristes. Seul Saint-Germain-des-Prés a renoué au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec une tradition politico-littéraire qui datait du début du siècle. On la cultive encore de père en fils. Quand mon père a fondé ce prix, il y a une trentaine d'années maintenant, il était entouré par toute une clientèle de littérateurs, d'intellectuels, de gens qui s'intéressaient à la littérature. Et un beau jour, comme ça, l'idée est née. Et pourquoi, M. Casse, vous ne fonderiez pas un prix littéraire? J'ai dit pourquoi pas. Même aujourd'hui, vous voyez, tout à fait par hasard, mais il se trouve qu'au premier étage, il y a une réunion du cercle Aliénor, qui est un cercle de poésie. Compter, diviser. Je viendrai, corps et âme, imprégner la nature, être toujours présent, à jamais transmuer. Mon cœur palpitera dans l'incarnat des roses. À l'iris, à l'œillet, je donnerai mes yeux, d'églantine ma bouche, et d'algues mes cheveux. Au vent, un souffle humain, à la mer, celle des larmes, onde de la pensée, surgissez de la vague, que le grain noir des mots éclate en soleil d'or. De mes doigts, effleurant tes calices vermeils, acre digital, j'allumerai les feux des floraisons suprêmes et des métamorphoses. Eau, terre, air, flamme. Oui, quelqu'un qui est assis à une table, si sans avoir besoin de changer de position, simplement en levant les yeux sur les glaces, voit ce qu'il se passe derrière lui, voit les gens qui entrent, voit les gens qui sortent, voit les grimaces que les gens peuvent faire, et il est quand même dans l'ambiance, tout en ne participant pas, si vous voulez, d'une façon effective. Il s'isole, et il a quand même une vision globale de l'ensemble des choses. C'est vers 1910 qu'abandonnant Montmartre, quelques peintres, jusqu'alors groupés autour de Frédé, s'établirent à Montparnasse. Grâce à eux et à ceux innombrables qui les suivirent, le carrefour Vavin n'allait pas tarder à bénéficier d'une renommée dont quelques grandes brasseries demeurent le symbole.
La grande époque a commencé juste avant la guerre. Au début, c'était la rotonde. Et à côté, il y avait un petit café qui s'appelait Parnasse, où on a fait même des expositions de très bonnes. Après, c'était Dôme, café de Dôme. Et quelques années après, c'était la Coupole. Ces fresques datent de la création de la maison en 1927. Et ce sont les décorateurs et l'architecte de l'époque qui ont contacté les écoles les plus représentatives de ce moment-là, ou que l'on croyait être les plus représentatives. Il y a Grunberg, assez connu des Nordiques, Zing, qui a eu beaucoup d'influence dans le quartier, Marie Vasiliev, précurseur du cubisme, et beaucoup d'autres dont des noms m'échappent et qu'il faudrait rechercher. Oh oui, il y a toujours quelqu'un qui vous offrait un café avec un croissant ou quelquefois même un sandwich. On ne pouvait pas mourir de faim, en tout cas. Les étrangers prenaient ce qu'il y a de bon chez les Français, et les Français probablement profitaient de ce caractère spécial, vous savez, des Russes ou de l'Europe centrale, les Polonais, surtout les Russes, je crois. À 2 pas de la Coupole, un petit café d'apparence modeste. Ici, pas le moindre souci de mondanité. Rien que des peintres et des sculpteurs entre eux, un peu comme autrefois peut-être. Picasso, Matisse, Léger, Braque. Léger, je suis contre. Mais enfin, ça me Oui, oui. La peinture, ça se discute. Oh, ça se fait. Ben oui. Par exemple, tu as les souvenirs de Dominguez. Ah ouais. De Dominguez. Celui-là. Le caïman. Le caïman. C'était le caïman. Il venait ici et il me disait bonjour caïman, bonjour Oui. caïman, et c'était un rêve. Fais ton bon courage. Le temps. C'était un grand peintre aussi. C'était un grand peintre et de bon cœur. Un jour, il vient ici, j'étais vraiment dans une panade, tout en étant commerçant, j'étais Oui, très oui. gêné. Alors, non, je sais pas que ça coûte cher, mais enfin, ça prend du temps. Oh, quand on fait de cœur, c'est comme là. Ce n'est pas du travail. C'est de plaisir. Ah, le plaisir de la C'est table, le plaisir. le plaisir de faire. de faire. La première fois que j'entrai dans un café, dit le sage, je fus extrêmement étonné d'y voir ce que j'y vis et des discours qui frappèrent mes oreilles.